Quelques petits soucis de direct. Nous revoici donc sur cette page Facebook du village de l'Île-sur-la-Sorgue. On va vous présenter notre artiste invité, c'est Raphaël Thierry, il est juste à côté de moi. Bonjour mon cher Raphaël. Bonjour, bonjour. Voilà, avec quelques petites difficultés comme on le disait juste auparavant. Raphaël, vous êtes l'invité de ce Upcycling Festival. C'est plutôt un honneur pour vous qui êtes d'ici de l'Île-sur-la-Sorgue. Ouais, je suis très touché de l'invitation de Jacques Chalvin et de Anne Gargiola pour participer à cet événement. Mais surtout chez vous, du coup, Ouais, alors c'est ça c'est important, quoi. ma maman dit toujours, enfin, Elle est là d'ailleurs. nul n'est prophète en son pays. Bah, c'est un buzz. Non, mais plutôt, c'est pas. En fait, c'est moi, je suis touché par le lieu surtout Mhm. que je connais depuis l'enfance. Donc, en plus, il va être rénové très bientôt. Ouais, ouais. Donc, il y a une histoire, il y a un cachet. Enfin, il y a tout un, il y a toute une, enfin, ouais, il y a tout un, des souvenirs et toute Parce que là, une vie qui se passe là. Bien qui se sûr. passait ici, ouais, et puis exposé. Alors, on va en parler. Hein, il y a plusieurs univers, on va dire. Mais je pense que le mieux, c'est de voir un film d'abord pour comprendre votre univers, et puis on se retrouve tout de suite après. Ouais, en fait, enfin, les films que vous allez voir, c'est juste vraiment lié aux pièces qui sont présentées là et qui ont un rapport évidemment avec le recyclage et enfin l'upcycling, etc. On va en Donc parler. voilà. On a pas mal de sujets à aborder. Hein. Je dis rien et Allez. je laisse. On regarde tout de suite le film. C'est parti. En fait, c'est le bois cassé qui m'a fait penser à une plume. Et donc j'ai décidé de faire des ailes avec. Et en fait, ces ailes, plus le matériau était pauvre, plus ça m'a donné envie de travailler la forme pour en faire quelque chose de précieux, de délicat, de léger. Ce que proposent ces ailes, c'est de s'évader tout en restant là, enfermé. C'est le totem, le signe. Le masque est sous-jacent à tout ça en fait. Le totem vient du masque. Le totem, c'est un visage stylisé, c'est deux yeux, un nez, une bouche, c'est très simple. C'est une sorte de visage comme ça, complètement abstrait puisqu'il est proche du symbole. Dans le geste, il y a un rapport à la calligraphie, il y a un rapport à l'écriture, à la trace première. C'est du primaire avec une volonté de l'amener ailleurs, dans une chose plus complexe, plus labyrinthique. Dans le caviardage, c'est cacher le contenu du livre, mais le sens du livre va changer parce qu'en fait, il y a des mots qui vont rester apparents et d'autres qui seront masqués. Il y a des correspondances entre le texte ou ce qu'on peut lire et le totem qu'on observe ou la forme qui a été tracée. Le livre qu'on avait laissé pour mort renaît parce qu'on lui redonne un autre contenu, une autre vie, une autre énergie. Le sujet est venu de l'objet rencontré. En fait, le vieux timbre qui avait été arraché de coins d'enveloppe au début du XXe siècle. La particularité, c'est que le papier et la matière du vieux timbre, ça ressemblait à de l'os. Et je me suis dit, ça serait fantastique de pouvoir faire une peau uniquement faite de timbre. Et en regardant ces timbres, je m'aperçois que ce ne sont que des semeuses. Et en fait, en les superposant, je m'aperçois que je forme la grande faucheuse.
Exibris, c'est le fait de peindre sur des livres qui étaient voués à la disparition, qui étaient destinés à être jetés, brûlés. Le procédé est d'utiliser le livre comme une pellicule, et là on découvre le contenu de ce qui a été peint, de l'intervention, on va dire de la nouvelle vie de l'ouvrage. Le sujet, c'est le matériau brut. On sculpte pas la matière, on l'utilise dans son état originel. On ne sait pas comment l'objet final va être, parce que ça dépend justement de la façon dont les morceaux sont agencés et le mouvement qu'ils proposent. En l'occurrence, la vigne, là, elle devient taureau. Le taureau va surgir de la vigne et va la transcender. On va oublier la vigne. On va oublier le matériau de base. Voilà, Raphaël Thierry, on est parti dans votre univers, mon cher Raphaël, plusieurs univers. On peut en parler parce que justement, dans l'expo qu'on a ici, eh ben, on rencontre tous vos univers. Combien d'univers, du coup, justement? C'est lié à des pseudonymes, en fait. Plus, il y a trois axes, en fait. Sous mon nom, sous Raphaël Thierry, je travaille la figuration. C'est assez simple, en fait. Sous Klaus Ramka, c'est l'abstraction. Enfin, ce qui me guide, c'est l'abstraction. Et sous Paolo Cari, c'est plus un... Enfin, j'aime pas le terme de conceptuel, mais je suis plus dans l'étude du processus. J'ai pas d'idée préalable. Je prémédite pas ce qui va sortir, en fait. Donc là, il y a beaucoup de pièces qui sont, enfin, que j'attribue à cet axe de recherche parce que c'est souvent lié à une approche qui est faite avec la rencontre, soit d'une matière, soit d'un objet, etc. Et une idée vient, une intuition comme ça, de faire quelque chose avec ça commence à naître. Parfois, ça prend du temps, parfois c'est immédiat. Et alors, ce qui est intéressant, c'est comment on accède après à... On va en parler, on va en parler peut-être après, parce qu'on avait dit... Enfin, bon, en tout cas, pour revenir sur la question des noms, parce que c'est pas du tout marketing, audio marketing, c'est pas du tout une bonne chose pour un artiste d'avoir plusieurs noms, enfin ça complique tout. Mais moi, ma position, c'est que l'œuvre est première et l'ego passe après, en fait. L'artiste m'intéresse moins que l'objet, donc voilà, donc en fait là j'ai pas du tout montré dans les films parce qu'il n'y a pas de film pour l'instant de tout le travail avec les écorchés. Ce que j'appelle les écorchés, c'est les 3 sculptures qui sont dans l'entrée là, qui sont bloquées dans des socles de métal, enfin coincés on va dire. Le portrait de René Char qui est sous sa forme structure là. Et ça c'est tout un travail que je fais à partir des plafonds provençaux. Enfin, on en parlera aussi tout à l'heure, parce que c'est un autre sujet. Donc en fait, mais ça je l'attribue à Raphaël Thierry, parce que là j'utilise la matière pour vraiment une forme, on va dire, plastique, esthétique. Je cherche à représenter quelque chose avec le matériau. Donc c'est une forme de recyclage, mais c'est quand même lié à mon premier axe, qui est lié à mon histoire, qui est lié à mon patronyme, qui est lié à toute une évolution. Klaus Ramka que vous avez au sol, c'est le barbouilleur. Enfin, j'appelle ça le caviardage parce que le caviardage, je ne sais pas si vous connaissez ce terme, mais c'est le principe de cacher dans les lettres. Souvent pendant la guerre, les lettres étaient caviardées parce que les généraux voulaient pas que les soldats envoient des détails sur leur position, enfin, en tout cas des infos. Secrète, et donc en fait il rayait, il barrait de noir. Maintenant ça se fait à la CIA avec des gros marqueurs, etc. Enfin bref, le terme caviardé veut dire qu'on cache une partie avec du noir du texte qui doit être lu, et évidemment Klaus s'est emparé de ça pour vraiment barbouiller et se servir du livre comme support, comme carnet de croquis, comme
même comme toile, on va dire, hein, parce que l'idée c'est de pouvoir déployer le geste calligraphique sans barrière, mais avec un support qui est particulier puisqu'il est déjà marqué d'encre. Et ça, Klaus, c'est bon. Voilà, Klaus, c'est tout un travail sur le totem. C'est pour ça que j'ai mis le film noir de totem parce que on voit peindre sur des formats blancs. Enfin, et ça, c'est vraiment la base. C'est qu'en fait, depuis que j'ai 18 ans, j'ai été obsédé par une forme géométrique que j'ai appelée le totem, et je me suis dit c'est pas vraiment en rapport avec moi. Donc la schizophrénie a commencé à ce moment-là. Donc c'est très très vieux en fait. Et Raphaël, c'est une forme. Enfin, on le dit dans le film, vous le dites dans le film, c'est une forme d'écriture. Est-ce que c'est une forme d'écriture ce que vous faites sur vos livres? Ben, en fait, c'est la peinture. Il y a, évidemment, le signe dans l'abstraction, il est quand même très présent là dans l'univers de Klaus. C'est vraiment lié à la. Enfin, il y a tout un imaginaire pour moi qui est lié à l'Asie. Enfin, bien sûr, au samouraï. Enfin, Kurosawa, j'ai plein d'influences. Il y a évidemment dans la peinture, il y aura Lichensky, tout le mouvement Cobra, Asghorian. Enfin, il y a évidemment des influences qui font que je me suis orienté vers ça. Mais en fait, après, dire que c'est que de l'écriture, non. Mais c'est, on va dire, la trace peintre et entre. Enfin, c'est toujours le sujet. Est-ce que la calligraphie, c'est de la peinture? Eh oui, c'est évident, bien sûr. Voilà. Donc après, c'est vraiment une question, en revanche, de pouvoir déployer un univers. C'est là toute la question, parce que moi, j'ai les petits totems carrés, avec Klaus, je les ai fait pendant des années, et je n'ai fait que ça. C'est-à-dire que pendant 10 ans, j'ai fait que des petits trucs. Au bout d'un moment, je me suis dit, c'est pas possible, il faut que ça décolle. Et le geste s'est ouvert à un moment donné. J'ai voulu sortir de cette prison, et ça a développé un univers qui était, pour moi, pas exploitable, mais en tout cas, dont j'étais curieux, quoi. Et l'assemblage, est-ce que l'assemblage est important? On le voit ici sur l'exposition à l'Île-sur-la-Sorgue. Mais il est remarquablement bien fait parce que c'est pas moi qui l'ai fait. Non, non, j'en profite pour remercier Thomas Gaillet qui est mon collaborateur et qui m'a largement aidé pour cette installation et qui a été vraiment super. Et je lui ai, enfin, je dirais pas que je lui ai montré comment on fait, mais en tout cas c'est un jeu graphique, c'est très intéressant de disposer 600, 700 livres comme ça et d'essayer de trouver un rythme, en fait que ce soit pas ennuyeux pour les yeux et qu'on puisse voyager comme ça dans un tapis d'encre. C'est ça. Évidemment, la volonté là, elle n'est pas d'être dans une forme d'esthétique, elle est plus dans l'idée de laisser le regard s'évader dans les formes. Voilà. Alors, puisqu'on en est là, on est dans cette mise en scène ici au village des Antiquaires de la Gare. La mise en scène, elle est importante pour tous les pseudos et pour tout votre univers. Non, mais c'est la première fois en fait que je commence maintenant à mixer. Ça crée une variété. C'est vrai que quand on arrive souvent. Enfin, moi, je pense pas en termes d'exposition en fait. D'accord. Ça m'intéresse pas beaucoup. Ce qui m'intéresse, c'est d'investir des lieux et que les objets qu'on regarde aient une présence dans l'endroit, dans l'écrin qu'on leur propose. Donc si c'est une église ou un endroit désaffecté ou une galerie d'art super classe, hyper carrée et blanche, le problème n'est pas là. Le problème est qu'est-ce qu'on y met, pourquoi on le met, qu'est-ce qui se passe en fait. Et comment ce qu'on montre va surgir et va attraper le regard ou les personnes. Et donc ici, c'est un lieu hyper fort, avec la structure Eiffel métallique, les perspectives. Il est assez destroy là. C'est pas évident en fait, mais c'est aussi très intéressant parce qu'on peut le retourner. Mais du coup, c'est ça qui est intéressant, c'est parce que c'est pas évident, bien sûr. En fait, de toute façon, c'est l'idée, si c'est un écrin, est-ce que ça. Alors, je trouve qu'avec l'upcycling, c'est vraiment là pour le coup très justifié d'avoir ce premier épisode dans le lieu non encore rénové, enfin encore dans son état. Puisque le lieu va être rénové dans pas longtemps. Voilà. Bien sûr. Donc ouais, alors là, Alors 3 univers, on va peut-être un petit peu détailler pour les gens qui nous regardent les différents univers sur ici. Ben là, en fait, j'ai parlé des latis avec les plafonds provençaux. Alors évidemment, vous avez une sculpture tout au fond là qui lève le doigt et je l'ai orienté comme ça parce qu'on peut changer leur orientation. Mais évidemment, il lève le doigt sur le toit parce que le plafond là est fait comme ça. C'est le principe d'avoir les plafonds provençaux sont faits comme ça avec des petits latis de bois et le plâtre qui ne tient pas sur le bois. Il faut savoir que le plâtre c'est pas
ça marche pas avec le bois en fait, mais ça se coince dedans. Donc en fait, les latis sont séparés et dans l'interstice, quand on presse le plâtre, il surgit dans les latis et il se bloque. Ce qui permet de faire des plafonds, c'est des plafonds vraiment à l'ancienne. Et c'est assez beau en fait, parce que moi j'adore quand quand le plâtre tombe, parce qu'on découvre cette grille comme ça, assez incroyable. Et comme ça va être rénové, là je me suis dit je vais pouvoir récupérer pas mal de matière, puisqu'en fait j'ai tout fait pour l'instant avec un plafond qui s'est effondré dans l'usine où je travaille, et j'apprécie vraiment cette matière première, on va dire. Donc, mais là, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, mais je l'utilise pour vraiment, comme des caplas ou comme des allumettes, je me sers du matériau et je travaille une forme précise que j'ai déterminée ou que j'essaye d'atteindre. Donc un buste, un visage, une main. Charge, j'ai pas encore mis le plâtre, mais il y a la structure déjà, voilà. Mais c'est pas du tout, c'est pas la matière qui m'a insufflé le sujet. Alors que Paolo Cari, on en a vu beaucoup là de Paolo Cari, parce que j'ai attribué ça à Paolo Cari. Alors les ailes que j'ai eu l'occasion d'exposer dans la fantastique galerie de Mireille Carté, qui nous fait l'honneur d'être présente aujourd'hui à Ménherbe, qui s'appelle Un lieu, une œuvre. J'avais fait une expo qui s'appelait Bruissement, où j'avais construit carrément une cloison en biais dans l'espace, une petite galerie, mais qui a sa particularité, puisqu'on la visite que de l'extérieur. Et j'avais mis une des ailes qui est là, qui s'appelle Hope. Enfin, elles ont tout un nom. Hein. Et ces ailes, alors là, c'est une histoire... c'est vraiment une histoire liée à l'île sur la Sorgue, pour le coup, parce que ça a commencé avec le fait que la collégiale Saint-Laurent, qui se trouve... l'église de Lille, qui est au centre de la ville, a une particularité, c'est qu'à l'intérieur, il y a un frontispice avec des anges qui volent. Enfin, c'est assez super. Et dans le guide, vous pouvez lire qu'ils sont grandeur nature. Et je trouve ça assez génial parce que tout le monde trouve ça dingue. Les journalistes prennent des photos. Mais moi, j'ai jamais vu d'ange grandeur nature. Et donc, j'ai énormément réfléchi à l'idée de l'aile et à l'idée de... Donc, la première pièce que j'ai faite en bois, en voyant le bois cassé, j'ai pensé à des plumes. Et donc, je me suis dit, tiens, on va faire une aile disproportionnée qu'on appellera grandeur nature. Voilà. Et à partir de là, j'ai regardé les cagettes de marché, du marché de Lille. J'ai ramassé les cagettes. Anaïs m'a beaucoup aidé, ma maman. Elle m'en a mis plein après. Je lui ai dit arrête. Et donc j'ai travaillé là-dessus. Là, par contre, j'ai un peu déformé avec l'eau, les cagettes, etc. Mais j'ai vraiment eu l'impulse on va dire, l'envie de faire des ailes à partir de ce matériau très pauvre, en fait, qui est... je veux dire, une cagette, on la brûle, on fait un barbecue avec. Enfin, c'est pas un truc qui Et l'idée de faire une aile très fine, très légère, délicate, précieuse, quelque chose qu'on a envie de protéger. J'inverse en fait. La pauvreté du matériau, ça devient presque quelque chose de luxe, quoi, de précieux. Et le mouvement aussi, ça c'est très 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 délicat en fait. Donc ça, c'était le sujet. Mais en fait, je ne savais pas, et je ne sais toujours pas comment les ailes vont sortir, quel élan elles vont avoir, est-ce qu'elles vont être déployées, est-ce qu'elles vont planer. Donc il y a vraiment une inconnue dans le processus, et après il y a le processus. Comment on fait tenir une aile, pourquoi elle va être comme ci, comme ça. Enfin, il y a toute une chose qui est loin d'une forme qu'on veut atteindre ou d'une esthétique qu'on cherche en fait. Parce que Raphaël, vous savez pas au départ ce qui va se passer. On ne sait jamais vraiment, mais quand on cherche, enfin, je veux dire, en peinture, c'est la même chose. Moi, j'ai pas du tout montré mon travail en peinture ici, parce que c'est vraiment pas le sujet, mais il y a toujours une inconnue sur le... Là, je pense à une superbe phrase de Nicolas Wacker, qui était un grand professeur technique aux Beaux-Arts, qui disait quand vous peignez votre salle de bain, vous savez où vous commencez, et surtout, vous savez où vous allez finir. Quand vous commencez un tableau, vous savez pas où vous commencez, mais la chose qui est certaine, c'est que vous savez absolument pas où vous allez finir. Ouais. Ça, c'est clair. Et c'est vraiment une différence dans le geste et dans l'apprentissage du geste, mais pour le coup, il y a encore une différence plus importante, c'est que quand on est sur une idée ou sur une intuition ou sur on va dire un processus conceptuel, on va dire, et qu'on s'intéresse au processus, là, on n'a même pas de préméditation de ce qu'on est en train de fabriquer, quoi.
Et pour le coup, dans le cas des ailes, c'était assez flagrant parce que j'avais déjà du mal à savoir comment la faire tenir, que l'aile reste fine, par exemple. Ça paraît rien, mais il faut que ça tienne, quoi. Il ne faut pas que ce soit fait de bout de scotch. Donc en fait, il y a tout un processus à mettre au point. Et après, il y a ce que le processus détermine aussi en termes de forme. Et le geste s'affine, on découvre des choses, etc. etc. Donc c'est à chaque fois la même chose. Pour les vanités, c'est exactement pareil, parce que je me suis retrouvé confronté. Mais là, c'est un objet, c'est pas une matière. Hein. C'est un objet manufacturé presque. En plus, qu'il y a une histoire, parce qu'il est oblitéré, c'est la guerre. Enfin, moi, j'ai vu ces cartons, j'ai vu ça, ça m'a fait peur, en fait. J'ai eu l'impression de voir des vêtements entassés. Il y avait toute une charge historique incroyable. Et c'était assez effrayant, mais ça m'a absolument fasciné. Je me suis dit, mais qu'est-ce que Et comme j'ai pensé à la mort tout de suite, j'ai pas réfléchi, j'ai commencé à essayer de trouver le moyen de ce que je dis un peu dans le film qui est très court, d'en faire une peau, d'en faire quelque chose, enfin, l'os, comme ça. Et ce qui est drôle, c'est que au moment où, c'est vraiment pendant le travail, hein, je me suis dit, mais c'est dingue, je suis en train de faire des têtes de mort, moi j'ai des vanités, c'est un sujet très classique, les vanités. Mais c'est pas, j'aime pas les cadaveras, Halloween, tout ça, ça me branche moyen, hein, c'est pas mon truc, mais j'étais en train quand même de faire des têtes de mort et je me suis dit, mais la tête de mort, c'est la faucheuse. Et je m'aperçois à ce moment-là que tous les timbres, quel que soit le prix ou la couleur, sont toutes des semeuses. Donc l'idée qu'il y avait un lien, c'est pour ça que je les ai appelées correspondances, il y avait un lien entre le sujet du timbre et le fait qu'on soit... Vous voyez les ponts qui se créent. L'aile, c'est pareil d'ailleurs. Si je reviens sur Aria, dans le travail, en travaillant sur ces ailes, je n'avais pas envie de les fixer sur un corps ou sur un... Je voulais que ça reste vraiment l'aile, une sorte presque d'allégorie de l'aile. Et quand je l'ai planté sur le mur et que je l'ai fait surgir comme ça du mur avec juste une fixation, un point de fixation qui permet de la faire, de l'incliner comme on veut, etc. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça, une aile sur un mur? Et en fait, je me suis dit, mais en fait, c'est encore une fois l'idée de la liberté, de l'évasion, alors qu'on est enfermé. Et c'est exactement ce qu'on fait quand on écrit ou quand on peint ou quand on compose de la musique. Enfin, on est enfermé dans un lieu. On peut être aussi dans un lieu ouvert, mais en fait, on est enfermé sur nous-mêmes. Il y a une intériorité qui se passe là. Et moi, je crois beaucoup à ça. Je crois beaucoup, en particulier dans le moment qu'on vit depuis maintenant 1 an, sur l'idée qu'on peut se libérer en nous. On n'est pas obligé de partir, de voyager, de se perdre. Non, non, c'est bien ça que ça dit. Alors moi, j'aime pas donner de solutions sur la lecture qu'on peut avoir des objets ou des œuvres, tout ça, mais en fait, je suis obligé de vous en parler parce que c'est lié au process, parce que ce qui se passe, c'est la matière, le processus, l'objet, le processus, le procédé qui se met en place et quelque chose advient. Bon, il y a du travail derrière, il y a des échecs, il y a des catastrophes. Ouais. Et puis peut-être l'univers, ça marche pas à chaque fois, quoi. Et le temps qui est au-dessus de nous, parce que peut-être si c'est fait dans 10 ans, ça sera peut-être pas la même chose. Alors ça, moi je suis complètement étranger à cette notion-là, parce que les gens qui me connaissent savent que j'ai un vrai problème avec le temps. Enfin non, en fait c'est pas que j'ai un problème avec le temps, c'est qu'en fait c'est pas mon sujet. Moi je veux pouvoir regarder l'objet qui est né devant moi maintenant, comme dans 10 ans, comme dans longtemps. C'est-à-dire ça serait dramatique qu'il y ait cet effet de temps. Ça arrive, mais il y a un effet de vieillissement. Mais d'accord. Pour moi, ça doit être intemporel. Ça doit être intemporel. C'est pas lié à la période, c'est juste votre univers. Non, il y a une évolution en art parce qu'il y a des modes, il y a du nouveau, il y a des nouvelles technologies, il y a des nouvelles techniques. Bon. Mais en fait, on peut regarder les grottes de Lascaux ou la statuaire grecque ou des Picasso, ou, enfin je sais pas, avec la même fraîcheur et la même nouveauté qu'un Jeff Koons, pour ceux que ça amuse. Et qu'une œuvre, d'Anish Kapoor, ou voilà. Pour moi, il n'y a pas de distance temporelle. Tout est au même. D'accord.
Enfin, il y a une histoire, mais bon. Il y a l'histoire. De toute façon, il y a votre histoire c'est au travers de votre prisme que tout ça sort, évidemment. Ouais, après, il y a une part de moi dans le travail, c'est Bien sûr, sûr. mais je m'approprie pas l'objet en disant oh, c'est moi qui l'ai fait, etc. Parce qu'il y a une part d'inconnu et il y a une part qui vient de l'extérieur. Il y a énormément d'interactions en fait. Les paramètres quand on travaille sont. Enfin, moi, je vois des choses comme ça, je les vis comme ça en tout cas, et il n'y a pas que l'ego qui arrive et qui dit. En fait, on contrôle pas tout, on est loin de contrôler même. On pense qu'on contrôle beaucoup de choses, mais en fait, énormément de choses se font et s'imposent. Et je pense que la maturité dans la pratique d'un art, c'est de faire attention à ce qui advient et de ne pas le rejeter trop vite. Voilà, ça c'est. Il y a énormément de temps de contemplation qui sont très utiles parce que le temps joue son rôle pour que la chose s'impose, qu'elle s'affirme. Voilà. Enfin voilà, si c'est trop abstrait ce que je raconte, vous m'arrêtez. Non, c'est très intéressant. Enfin, je vous rappelle que vous pouvez intervenir hein, si vous avez envie de poser des questions. Surtout si vous n'êtes pas d'accord. En tout cas, voilà, c'est. Alors justement, un thème qu'on va aborder, c'est le upcycling, bien sûr, c'est ce recyclage. Vous travaillez justement avec des matériaux recyclés? En fait, je suis un peu. Enfin, je comprends très bien pourquoi Anne m'a demandé de. Au début, elle m'a dit est-ce que tu peux m'amener une aile? Je dis bon, on va peut-être essayer de. Et en fait, en regardant mon travail, je me suis aperçu que c'est vrai que j'utilisais beaucoup de choses qui allaient être jetées. Il y a tous les livres, c'est des livres qui doivent être brûlés, qu'on allait mettre au rebut. Et je trouvais ça me déprime. Ça me posait un vrai problème de conscience. J'adore les livres. L'objet. D'ailleurs, vous avez vu peut-être si vous avez fait attention dans les petits films, il y a un film qui s'appelle Ex Libris, qui est pas du tout la même exploitation, on va dire, du livre que ce que Klaus Ramka peut en faire, où j'utilise le livre vraiment comme un flipbook en fait. Mais sauf que je peux pas le flipper le livre parce qu'il est trop abîmé, il est trop vieux. Et c'est un missel romain en fait, assez magnifique, mais qui était vraiment vraiment dans un état, enfin, qui se délite complètement. Et donc là, le principe, c'est d'en faire une pellicule de cinéma, de travailler l'animation. Sauf qu'on découvre l'animation que quand on a terminé de le peindre. Et là, ça m'avait pris, je crois, 14 heures, et je savais pas si ça allait, si l'animation allait retransmettre le mouvement du personnage qui pousse la barque. Mais en tout cas, voilà, c'est des livres qui étaient terminadas, c'était foutu, que je trouvais sublime. Et d'ailleurs, le fait qu'ils soient abîmés les rend beaux aussi. Bah, évidemment, c'est ça en fait. Mais le problème, c'est que voilà, vous faites quoi? Vous me posez ça chez vous? Enfin, je veux dire, le livre est inutilisable, il est inexploitable, il est illisible. Et donc, ce qui est intéressant là, c'est que l'intervention, si elle fonctionne, enfin, si elle s'avère efficace, elle donne une autre présence à l'objet. Enfin, moi, je le regarde plus du tout pareil, cet objet. Après, Klaus, c'est autre chose, c'est plus une chose. Il y a l'idée du motif, bon, et surtout de la profusion. Qui fait cet effet de tapis comme ça. Moi j'adore les tapis, j'adore les tentures, enfin avec ça. J'avais fait une installation comme ça avec des journaux aussi peints mais à la verticale. Et il y a le même effet de fresque comme ça, de profusion, de traces. Mais les journaux, c'était des journaux du début du siècle qui étaient dans un état possible. Et c'est intéressant parce qu'en fait, on oublie de regarder l'objet. Il est mort et pourtant là, hop, soudainement, il change de. La coiffe d'Indien que vous avez là, qui s'appelle Make America Great Again. C'était une. En fait, j'ai fait cette pièce. Enfin, j'ai travaillé là-dessus quand Trump a été élu, en fait. Parce qu'il n'arrêtait pas de dire faut qu'on revienne à l'Amérique, etc. Et en fait, je me suis dit, mais ils ont quand même détruit. Ils ont détruit des tribus indiens, enfin les Indiens, le génocide qu'on connaît, quoi. Et donc j'ai voulu m'amuser avec cette idée. Et donc j'ai récupéré dans l'usine des morceaux de métal. Et j'avais surtout, le titre m'est venu après, encore une fois, parce que c'est en regardant des morceaux de métal que j'ai pensé à la coiffe. Et je me suis dit, je vais faire une coiffe. Bon, alors c'est assez marqué au niveau de la représentation, mais l'idée c'est qu'elle soit rouillée, qu'elle soit presque en train de disparaître, quoi. Et surtout qu'elle ait vécu des impacts, parce qu'on n'a pas trop envie de revivre ça, quoi. Donc c'est du recyclage dans ce cas-là. Alors voilà, mais le problème c'est que le recyclage, c'est le constat qu'on fait après.
C'est-à-dire que moi, j'ai pas dit, je vais recycler ça, je vais me servir de ça, il faut absolument que je fasse quelque chose avec ça. Ou bien, c'est vraiment... Parce que si on prend l'idée du recyclage, il y a une sorte de mécanique qui voudrait dire qu'on est obligé d'utiliser le matériau, ou ce matériau, ou cette chose-là, pour la... Il faut l'exploiter, il faut la faire revivre. Alors ça, c'est un autre process, mais pour moi, il est très loin d'une démarche artistique. Parce que c'est une contrainte, soit, mais elle influence peut-être trop, ou bien, après on peut avoir des super idées, etc. Mais je ne pars pas d'une contrainte de ce type. Je pense que c'est vraiment une rencontre ou une idée qui doit être vecteur pour qu'il y ait quelque chose qui se produise. Voilà. Parce que le fait d'être soumis à une technique ou à un produit, là c'est vraiment du recyclage pour le coup. Mais moi, en fait, moi je fais du recyclage par défaut. Mais au final, je me suis aperçu que je travaillais avec des murs, des plafonds effondrés, des livres brûlés. Et alors, du coup, Raphaël, est-ce que c'est pas ça? C'est le upcycling, du coup? Ah ouais, mais Plutôt que recyclage. ce terme, je l'aime bien. Je trouve, ouais, c'est marrant. Ouais, c'est Mais ça. si tu veux, moi, je peux pas me positionner. Je peux pas me positionner en disant je fais de l'upcycling. Non, mais c'est ça qui est drôle, parce qu'en fait, je pense que c'est plus un constat. Oui. Et je trouve ça d'ailleurs intéressant de pouvoir constater des choses après que l'objet est amené à se poser des questions, et pas qu'il y ait en premier, tu vois, la démarche en disant ben voilà, on va faire ça. Enfin, mais bon, ça c'est encore une fois, ça m'appartient. Hein, c'est très personnel comme démarche, quoi. Non, c'est intéressant d'avoir votre point de vue. Alors, si on parle création maintenant, alors comment ça naît tout ça? Comment dire, ça va être compliqué de l'expliquer, mais est-ce que vous pouvez nous dire comment vous arrivez, vous voyez les choses en fait? Je sais pas si j'y arrive, hein, franchement. Non, je dis ça en riant, mais là c'est vraiment, c'est un peu lié à mon cursus, c'est-à-dire que j'ai fait du graphisme pendant, enfin, j'ai fait mes études à Avignon. À 18 ans, je suis parti à Paris, j'ai fait des études d'art appliqué. Donc j'étais confronté, on va dire, à la commande ou au fait de faire de la publicité, d'être vraiment soumis. Alors j'ai une formation fantastique parce que l'école que j'ai faite était super pointue. Et il y avait une formation de dessin, mais j'ai tout de suite compris qu'il y avait un objectif. C'est-à-dire que tout avait une fonction, tout était déterminé. Tout est dans les cases. Ouais, enfin en tout cas, Dans ce cas-là. 90% des gens que je connais sont devenus DA en agence, etc. Moi, j'ai compris qu'il y avait à côté dans la création, avec parfois les mêmes outils, peut-être le même savoir, alors que les Beaux-Arts à l'époque faisaient des installs et étaient plus du tout dans un apprentissage, on va dire, classique des formes ou de la façon de faire, de la pratique. Et donc, mais il y avait deux choses, c'est qu'en fait, il y avait les Beaux-Arts où on faisait de l'art, quoi. Alors, je dis, mais c'est quoi l'art? On prend de la photo, on fait des photos aussi, on utilise les mêmes outils. Sauf qu'en fait, il y a une grande différence, c'est qu'il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de client derrière, il n'y a pas d'équation à résoudre. Et ça m'a énormément plu, parce que je me suis dit, mais on est libre, on peut faire ce qu'on veut, on peut chercher des choses. Alors en graphisme ou dans la communication, on ne cherche pas. C'est pour ça que moi j'estime que l'art ne doit pas être là pour véhiculer des messages. Je suis très sceptique, moi, dès qu'on me propose tout de suite une idée, en me disant ou un truc engagé, etc. Parce que pour moi, c'est du domaine, encore une fois, de la communication. Et je pense pas que l'art soit là pour communiquer. Voilà, ça c'est C'est intéressant, c'est intéressant. Ouais. C'est vraiment parce que ça lui donne tout de suite une texture, ça lui donne tout de suite ça le met dans une case, voilà. Et pour moi, c'est pas ça. L'art, c'est un truc qui est ouvert, tout le monde peut se l'approprier, tout le monde peut en faire ce qu'il veut, tout le monde peut le retourner, le lire à l'envers, détester ou aimer, on s'en fout. Enfin, je veux dire, chacun a le droit de prendre la chose et de l'intégrer. Le plus important, c'est qu'elle l'apprenne. Si elle l'apprend, c'est bon, c'est jackpot. Il faut qu'il se passe quelque chose. S'il se passe rien, bon. Pour moi, il n'y a pas œuvre, mais bon. Donc en fait, quand j'ai vécu cette dualité entre le graphisme, la communication et j'ai quand même poursuivi mon cursus puisque ça se passait très bien. Mais j'ai décidé à un moment donné de faire le saut vers. Mais comment on fait le saut? Comment on fait le saut? Voilà, on va rentrer dans les trucs. Ben il n'y a pas d'école d'artiste. Non. Mais en fait, moi, j'ai du mal avec les écoles d'art parce que j'estime qu'on n'apprend pas. Bien sûr. Mais c'est plus une question de choix. Et dans mon cas, ça a été très simple, hein, parce que j'avais pas d'enfant, je me suis pas marié au moment où ça devait se faire avec ça.
Donc j'avais pas de responsabilité et surtout j'ai vu apparaître on va dire les limites d'une activité rémunératrice, soit, mais qui n'avait pas trop de perspective. En fait, je voyais pas quel était le but derrière de gagner sa vie, de bien gagner sa vie, et bon, pour produire des logos, pour une campagne européenne, machin. Alors il y a eu un petit truc qui a fait que j'ai commencé à me tourner vers la possibilité de faire des choses tout seul. C'est que j'ai fait une collection de livres pour enfants à cette époque-là, qui a eu du succès. J'étais très déçu après par ce qui s'est produit, mais en fait, ça m'a permis de voir que je pouvais fabriquer tout seul quelque chose et que le public soit présent. Et ça a été bon. Mais l'illustration, encore une fois, c'est le message. C'est-à-dire que j'étais dans un truc très très sécurisé, parce qu'il fallait que je raconte une histoire. Je renie pas du tout, moi j'adore ça. Il faut pas croire que j'aime pas le graphisme, par contre, parce que ça serait une erreur. J'adore le message, j'adore la com. Mais c'est pour moi beaucoup plus limité que l'art, en fait, que la recherche plastique, quoi. Donc, bref, ça s'est arrêté. Donc, j'ai présenté la Villa Médicis, que j'aurais pu présenter en graphisme, mais j'ai fait un truc très particulier, c'est que j'ai demandé à la présenter en art plastique et de me servir du mécénat d'État pour faire ce saut dans le vide, parce que vraiment, c'était un saut dans le vide. J'avais 25 clients, j'ai zappé tout le monde et j'ai dit go. Et donc, je suis arrivé à Rome, j'ai eu la chance incroyable d'être pris, d'être pensionnaire, d'être lauréat. Ça a été un tournant assez important dans ma vie, parce que je suis arrivé à Rome et puis j'ai dit vas-y. Tu veux peindre mon coco, vas-y. Et là, ça a été, bon, c'est assez grisant parce que c'est le temps, l'espace et l'argent. Et pourtant, vous êtes à Rome, vous avez envie de visiter les églises, manger des pizzas, enfin, faire le touriste autant qu'on peut parce que c'est infini. Et on vous enferme, encore une fois, dans une prison dorée en disant tu veux peindre, vas-y mon pote. Mais alors là, voilà, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose parce que c'est dramatique. Alors pourquoi, pour répondre vraiment à ta question, Franck, c'est que ça peut être un fantasme de dire on va se dédier sa vie à ça. Le problème, c'est quand on le fait vraiment, et si on veut le faire bien, de façon sincère, authentique, on va dire, ça élimine tout ce qui peut entraver la marche du travail, la recherche, parce que c'est passionnant, enfin. Mais si on met le doigt dedans, il faut y aller à fond. Ouais, et puis alors, parce que ça peut pas juste être esquissé, quoi. Ça marche pas. Et alors, quel est ce rapport avec le public que vous avez alors du coup, parce que vous présentez l'œuvre et il y a une réaction derrière. Comment vous le ressentez vous ça? Ben ça dépend parce que moi je suis pas, enfin je pense que chacun doit s'approprier enfin je suis pas dans les performances, c'est important d'échanger, parce que c'est le but d'une performance. Le but d'une performance, c'est d'emmener les gens dans un moment, dans un geste, mais dans une expo, chacun s'approprie le truc. Et je suis très ouvert aux critiques et tout ça. Ça me pose pas de problème, parce qu'en fait, je la reçois pas tout à fait directement, la critique. Enfin, je suis pas obsédé par les compliments. Le ressenti, quoi. Vous le ressentez. Chacun lit à sa lecture. Ouais. Donc c'est très très compliqué. C'est très compliqué d'entendre un commentaire comme une critique qui va nous déprimer ou comme un compliment qui va nous encenser, parce qu'en fait, c'est pas le sujet. Moi, je suis assez partisan d'un rapport exclusif avec ce qui se passe et entre la personne et l'objet, encore une fois. Ce qui est super, c'est quand on rencontre quelqu'un qui voit la même chose. On ne sait pas ce que c'est, on n'arrive pas à le décrire, mais on voit la même chose. Et ça devient fascinant, parce qu'il y a une communion qui se fait sans mots. Elle est indicible, c'est impossible de dire qu'est-ce que t'aimes. Alors moi j'adore la couleur. Non, ça devient ridicule. On dit rien, mais on sait. Voilà. Ça c'est fascinant. Mais le public, il y a une réaction importante dans les performances, parce que les performances c'est un voyage. Donc parfois c'est un voyage terrible, parfois c'est un voyage super. Mais donc et souvent j'ai remarqué, et je fais des performances pour ça, que les gens s'intéressent toujours. Enfin, moi, j'aime pas dire les gens, mais le public, votre public. Ouais, mais en fait, on s'aperçoit que dès que quelqu'un fait quelque chose, tout le monde regarde. C'est quand même drôle. Quelqu'un plante un clou sur une place publique, tout le monde s'approche pour regarder. Il y a toujours quelqu'un qui regarde l'autre.
souvent, on voit des types bosser sur le bord de la route, et il y en a un qui bosse et les 5 qui regardent. Ça, c'est une autre histoire. Ouais. Non, mais bon, non, mais c'est pareil pour les gens qui font des caricatures sur les marchés. Enfin, je veux dire, il y a Ouais. toujours une attention à une action humaine, à une activité humaine. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand cette action, elle nous emmène quelque part. Moi, je trouve ça assez fascinant. Et la peinture, les gens trouvent ça souvent très, très rasant, quoi. Je trouve ça super ennuyeux. Et en fait, ça l'est pas. Enfin, moi, la façon dont je la pratique, ça l'est pas du tout. C'est même plutôt presque chorégraphique. Enfin, il y a une- On le voit sur les images. Hein. Vous jouez, c'est comme un. Ouais, un enfin, bal, là, un ça peu, passe. hein. Là, ça reste assez statique. Hein, Oui, c'est oui, assez- mais on voit quand Parce même qu'en que. la peinture, c'est plus. Ouais. Enfin, Mireille, encore une fois, je vais te citer toute la journée, mais j'ai fait une autre. Enfin, j'ai fait deux expositions dans sa galerie. Il y en a une où j'ai fait une performance où je peins Ouais. je repeins de façon incessante un portrait qui fait 2 mètres sur 2. Bon, et c'est une performance. Les gens regardent, donc il faut. Enfin, de toute façon, il faut être dans l'action. Mais je sais que beaucoup de personnes qui avaient jamais, qui étaient étrangers à la peinture ou qui s'y intéressaient très peu, m'ont dit qu'ils, juste par le fait de voir le truc progresser, évoluer, ont changé leur rapport à la peinture. Et ça, si j'arrive à faire ça pour une personne, c'est génial. Enfin, je veux dire, c'est assez. Ça vaut le coup. C'est-à-dire que ça a du sens. Enfin, en tout cas, la performance a du sens. Vous pensez justement que cette performance, elle doit être mise en scène et pourquoi pas faire un spectacle avec? Vous pensez que c'est possible ça? Alors, c'est le danger absolu. J'ai fait des spectacles. En fait, je pourrais te dire que c'est pas tout à fait un spectacle. C'est plus un concert. Parce que je travaille avec Klaus, je fais des trucs dans le sable. Et j'ai un Sylvain Lemaître qui est percussionniste et Jérôme Combier qui est à l'initiative d'ailleurs de tout ce projet que j'ai rencontré à la Villa, un compositeur pour le cycle Vie silencieuse m'avait demandé de faire une installation plastique et dans l'ensemble Kern j'ai connu ce percussionniste Sylvain Lemaître qui fait des impros qui est extraordinaire et on a commencé un dialogue Ouais, plastique. c'est un beau mariage. Mais oui, alors, c'est très compliqué Ouais. de trouver une forme qui soit assez puissante, mais en tout cas, un spectacle est en train de naître aujourd'hui, Ah. mais on a mis énormément de temps et surtout, c'est vraiment au stade du laboratoire. Mais moi, j'ai un problème. Enfin, l'idée du spectacle me pose un souci parce que, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, c'est l'œuvre qui est première pour moi et le problème du spectacle, c'est qu'on met en scène quelqu'un et l'ego, tout ça. Moi, c'est pas mon sujet. C'est pas. Enfin. J'ai pas comme moteur le fait de me regarder le nombril. En revanche, si demain je suis connu ou mes œuvres valent très cher, ça voudra dire que j'ai réussi quelque chose, mais ça viendra de l'œuvre, ça viendra pas de moi. Et donc le côté spectacle, c'est quand même il y a quelque chose, je trouve, où on ment un petit peu parce qu'on fabrique. Donc l'improvisation me convient mieux parce que l'impro, on ne sait pas ce qui va se passer et parfois ça foire. Parfois c'est une catastrophe. Hein. Et je peux vous dire que non, mais c'est très Mais dur. Mais c'est dur pour le public et c'est aussi, enfin, mais c'est dur parce que c'est dur. C'est pas un Ouais. truc facile, quoi. Enfin, Mais la catastrophe, justement, elle n'est pas importante. si, bah, elle est fondamentale. D'ailleurs, heureusement qu'il y en a. Et d'ailleurs, ça s'est produit dans la galerie de Mireille. J'ai effacé 3 chefs-d'œuvre, vraiment. Non, je déconne. J'avais fait des bons tableaux que j'aurais pas dû effacer. J'aurais dû m'arrêter à un moment donné. Et je l'ai pas fait parce que c'était une performance et qu'il fallait remplir le contrat. Et après, j'ai pas réussi à peindre ce que je voulais peindre. Donc ça a été un cauchemar. Personne le sait que ça a été un cauchemar, mais en fait, voilà. Mais c'est pas grave parce que c'est la leçon. Encore une fois, et c'est le jeu de la performance, de l'imprévu. L'idée pour moi, c'est de faire rentrer les gens dans l'atelier. Donc la performance, c'est ça. Ou de sortir l'atelier de son. Mais quand je vois des performeurs qui font des trucs automatisés, tout est calculé, et c'est très impressionnant techniquement. J'ai un respect. On reste dans le spectacle. Mais c'est mécanique, parce que c'est genre, ah, là je vais en mettre plein la gueule, ça va marcher super, et ça marche. Je fais des performances avec un ami depuis une dizaine d'années, on continue. Là on en fait un peu moins en ce moment, mais Covid oblige. Mais en fait, avec Christian, j'ai fait j'ai fait la façade, je sais pas s'il y a des Lillois parmi vous, mais j'avais fait la façade avec lui, on a peint la façade du Ciné-Vogue à Lille, qui est rouge, qui est juste sur la place de l'église. Et pendant les journées du patrimoine, François Guillonnet nous avait invité à peindre la façade détruite, hein, délabrée du cinéma. Et donc ça, c'est un moment assez jouissif, parce qu'on fait une composition et on balance le truc, et en 48 heures, ça doit être bouclé, et le public est là, et il voit des mecs en train de se suspendre
à des, à des grues en Et train de armé, ouais. Mais c'est un moment fantastique. C'est de l'énergie. Mais on n'est pas dans le risque, on va dire, de la recherche plastique, parce que le voyage, là, il est prévu. Il est calculé, on va dire. Donc ça impressionne, mais derrière, pour moi, il y a un manque, en fait. Il y a une frustration de se dire, mais qu'est-ce que je regarde là? C'est quoi cet objet? Je comprends pas. Et ça, vous pouvez pas le faire dans un truc qui est prévu, parce que vous n'avez pas le temps de rater la cible, quoi. Ça veut dire que la création, elle se passe forcément dans votre atelier, tout seul, à l'abri de Mais moi, des je regards. crois énormément à ça. Après, c'est pas le spectacle vivant, parce que j'adore le théâtre ou la danse et tout ça. Enfin, c'est pas. Mais je pense que la recherche, ouais, c'est pas un truc qu'on peut. Enfin, j'ai pas encore vu de forme transdisciplinaire, à part dans le théâtre ou dans les spectacles vivants, qui soit vraiment. Si on parle de peinture et ça, je sais pas, j'ai pas de réponse à ça, mais je crois énormément à la solitude. À la solitude. Ben, au moment du travail, c'est obligé. C'est ça, c'est ça. Parce qu'on est obligé d'aller à des endroits où on est les seuls à pouvoir aller. On va explorer des choses qu'on est les seuls à voir, en fait. Je sais pas comment dire. Ce qui est bien, c'est qu'après, on peut les partager avec d'autres. On peut faire découvrir le point où on est arrivé avec d'autres. Et il y a des rencontres qui se font ou pas, mais en tout cas, il se passe un truc. Et ça, je pense pas qu'on puisse le faire en tchatchant avec des gens, en échangeant d'autres univers, parce que c'est quand même très compliqué quand on réfléchit au fait que l'objet qui va être produit n'est pas nous, mais comme on en est l'initiateur, le résultat qu'on obtient n'appartient qu'à nous d'une certaine manière. C'est pour ça qu'on parle d'auteur, mais moi je vois la chose comme ça. En revanche, on n'en est pas le responsable total, enfin on n'en est pas le maître absolu. Et creuser cette voie-là, ça demande un effort assez important. Et surtout, il faut vraiment creuser pour que d'autres s'y retrouvent ou s'y reconnaissent, parce que c'est ce qui se passe. Hein. Et vous êtes obligé d'aller plus loin que loin pour la création. Je sais pas où sont les limites. Ça, je sais pas. Ouais. Mais il y a un moment, c'est vrai, où on arrive où il y a un renvoi où l'œuvre dit, enfin l'œuvre ou l'objet nous dit stop. D'accord. Si tu me touches là, ça va être autre chose. Donc soit on accepte, soit on rejette, mais on détruit évidemment. Mesdames, Messieurs, si vous avez quelques questions, n'hésitez pas. Raphaël est là pour répondre. Si vous êtes curieux, allez-y. C'est un Vous peu. avez, la On est parole. parti loin là quand même. Non, mais c'est très intéressant. C'est intéressant de rentrer dans votre univers parce que du coup, on voit les œuvres, mais l'univers est aussi importante de savoir ce qui se passe dans votre tête, quoi. Merci. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. En tout cas, c'est vrai que c'est la pratique là pour le coup, et je pense qu'on est là. Enfin, je suis là pour parler de ça en fait. Il y a des objets, il y a des œuvres, les gens peuvent les regarder, et se faire leur idée ou avoir leur approche, mais c'est vrai qu'après, si on doit parler de la pratique, c'est évidemment le bon endroit. Mais est-ce qu'au fond, on a besoin nous, public, est-ce qu'on a besoin de savoir comment ça fonctionne? Moi, je pense pas en fait. Je pense que ça dépend. Ça peut être une curiosité, ça peut être un plus aussi. Est-ce qu'on a besoin de savoir comment est cuisiné tel plat qu'on vient de, En tout cas, il peut y avoir une curiosité dans le processus qui moi, avec Paolo Carré, ce qui m'intéresse avec ce pseudo justement, parce que Klaus c'est l'abstraction encore une fois, Raphaël Thierry c'est la figuration, donc il y a comme une histoire derrière. Mais ce qui est étrange avec Paolo Carré, c'est que quand je me mets dans la peau de ce personnage-là, on va dire. Lui, ce qui l'excite, c'est le processus. Je dis, bon, l'objet, on verra ce que ça va devenir. Mais je veux que le processus, comment je fais ça, comment je peux construire ça, comment je peux faire tenir ça, qu'est-ce que c'est que ce matériau. Bon. Et en fait, ce qui se produit à chaque fois, c'est que je dois inventer une nouvelle manière de travailler. Et ça, c'est assez épuisant, mais à la fois, c'est vraiment fascinant. Parce qu'il faut inventer un truc pour réussir à faire naître l'objet, etc. Et ce qui est drôle, c'est que après, c'est vrai que je peux travailler sur des séries. Et les séries, c'est pas une reproduction à l'identique évidemment de l'objet, comme si on faisait des produits. C'est qu'à chaque fois, on va tordre un petit peu la règle, on va casser le processus, on va lui changer quelque chose qui va faire que quelque chose d'autre va se produire. Mais moi, un des trucs qui me
qui me passionne le plus là-dedans, c'est ça, c'est de mettre au point. Parce que la peinture, au final, c'est une cuisine personnelle, mais On est dans le plat et voilà. alors c'est pas qu'on est dans, on n'est pas forcément dans le plat, mais non, On parce est qu'il sur peut- la surface, il- quoi. il peut avoir- non, parce que la matière, ça Ouais. peut être le volume. Il y a l'effet de la deux dimensions. Alors ça, c'est, enfin, je pourrais parler de la différence qu'il y a pour moi entre la sculpture et la. Je peux même vous poser la question, parce que la différence qu'on peut faire entre la sculpture et la peinture. Ça, c'est un autre propos. Mais en fait, bon, dans la peinture, il y a on va dire, il y a une cuisine qu'on va se fabriquer, qu'on va s'inventer une matière, des couleurs, un geste, une charge. Bon. Et la technique va se mettre au point et on va réussir à faire avancer cette technique pour servir le propos plastique qu'on cherche à travailler. Et de toute façon, ça va continuer à être remis en cause puisqu'il y a une recherche. Mais en tout cas, on est sur des matériaux, on va dire, qui ont des règles. Ouais. Alors, quand on fait de la cuisine, on met des œufs avec la farine, on Ouais. peut pas faire n'importe quoi. Alors que là, il n'y a pas de règle. Pour l'aile, il fallait chercher l'accroche. Pour le couvre-chef, il faut suspendre. Donc En c'est- fait, il n'y a pas de règle c'est parce ça. qu'on sait pas comment ça marche, enfin, on sait pas ça. comment faire. Eh oui. Mais après, ça devient, d'une certaine manière, ça devient une sorte de règle. Mais c'est la grande phrase de Braque. Hein. Braque, qui est ce peintre fantastique, là, qui disait j'aime l'émotion qui corrige la règle, j'aime la règle qui corrige l'émotion, j'aime l'émotion qui corrige la règle. C'est quand même assez sublime parce que c'est là pour moi que ça se passe, pour le coup. Et voilà, moi je sais pas. Mais Voilà, allez-y, bah, hein, si vous avez des. Ah, je savais que. Alors, Maestro. alors attendez, je vais vous chercher un petit micro parce que sinon on va pas vous entendre. Hop. Ben, mais je peux. Cazzo fa lei. Hello, hello. Ah, scusa. C'est pas l'italien, non. Ouais, ma question, c'est que est-ce que Paolo Cari, il est un peu feignant? Feignant, est-ce qu'il est feignant? Est-ce que Paulo Coelho est feignant? Ça reprend les phrases de Duchamp, de Picasso sur Duchamp qui disait Duchamp est paresseux. Ouais, enfin, non, je pense pas, non, pas du tout. En fait, il peut l'être. Il peut l'être parce que il peut se positionner en observateur des choses et pas du tout en acteur, puisque c'est plus conceptuel que le reste. Mais enfin, je sais pas si c'est assez clair, mais quand je parle de l'idée du processus, c'est que quand j'ai fait la performance dans un lieu, une œuvre, qui était très importante pour moi, où j'ai peint ces portraits successifs, la personne qui peignait, c'était Raphaël Thierry, parce que j'étais vraiment dans un travail de peinture. Sauf qu'il y avait Paolo Cari qui était là aussi, parce que lui, il prenait des photos de chaque coup de pinceau, ce qui en a fait un film, un livre, etc. Et l'idée là derrière, c'est que c'est pas du tout la même activité en fait. Et c'est assez difficile de les combiner. C'est pour ça que je sépare ça comme ça. C'est qu'en fait, Raphaël Thierry il peint, bon, il ne se pose pas le problème, il mélange ses couleurs, tac, 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 il réfléchit, enfin il plonge on va dire dans le travail pictural avec ses problématiques. Et puis il y a un mec derrière qui se dit mais attends, mais là, il a fait ça, mais il aurait pu faire autre chose, et puis là, ça va être recouvert, on va plus le voir. Donc il se dit, je vais prendre une photo, et donc là, c'est un travail de photographe, d'archivage, de chose mécanique, clic, clic, clic. Donc c'est, je sais plus comment j'ai fait d'images, j'avais 5700 images, en tout cas, pour avoir la moindre trace, et le film, évidemment, de l'évolution et de la mise en mouvement de la toile. Et pour moi, ça, c'est c'est pas conceptuel, mais c'est une réflexion qui n'a rien à voir avec la peinture. Enfin, qui a à voir avec l'histoire de la peinture, voilà. Vous avez très bien répondu à ma question. À la base, je pensais que Raphaël Thierry et Klaus Ramka, ils bossent et l'autre. et Paolo. Mais ça a raison. Mais moi, je suis assez d'accord avec ça. C'est une bonne analyse. Ils bossent aussi. Non, ils bossent tous, mais Merci après, c'est très bien vu en tout cas. Une autre question là-bas avec le micro. Passer les micros en fait d'un à l'autre. Ah. Je crois que c'est. Bah sinon on n'entend pas la question, donc allez-y, posez la question. Je crois que c'est pour vous, hein, madame. Sinon, je peux faire office de j'ai déjà touché. Allez, on fait comme ça. Nous sommes dans des nouvelles règles sanitaires. Donc on ne touche pas le micro. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de cet événement? Pardon? Qu'est-ce que vous pensez de cet événement, Upcycling?
Ben, je trouve que c'est une très très bonne initiative. Moi, d'ailleurs, j'en profite pour remercier Jacques Chalvin et Anne Ingarjola et toute l'équipe du village d'Antiquaire de m'avoir invité à participer. Et je trouve que l'événement est tout à fait, il est tout à fait justifié dans notre monde actuel et qu'il prend toute sa place. En plus, je trouve que le faire à L'Île-sur-la-Sorgue, c'est bien parce que c'est quand même un peu la capitale de l'objet, de l'Antiquité. Donc, upcycling dans la capitale de l'Antiquité, enfin je dis la capitale de l'Antiquité, la brocante et tout ça, c'est vraiment l'idée que si la brocante disparaît, ben, on aura mieux, on aura le fait qu'on puisse donner une deuxième vie à la brocante et aux antiquités. Enfin, je veux dire, c'est dans la continuité et dans le mouvement des choses. Et ce qui est aussi formidable, c'est qu'il y ait un lien avec l'art, avec d'autres activités, avec d'autres, ouais, enfin, d'autres choses. Encore une fois, moi, je fais vraiment enfin, le danger, souvent, c'est de mettre l'art dans la même veine que la décoration, que le design et tout ça. Ce sont des domaines qui sont radicalement différents. Et il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre, c'est pas la question, parce qu'il y a des choses sublimes dans toutes les disciplines, mais c'est vrai que il faut vraiment bien, pour moi, compartimenter ça. Et je trouve que, bon, en tout cas, l'événement lui-même, il permet de réfléchir peut-être à cette question. Quand on donne une nouvelle vie à un objet, c'est est-ce qu'on va le réutiliser pour sa fonction ou pour une autre fonction, ou est-ce qu'il n'en aura pas du tout? Pour moi, l'œuvre d'art n'a pas de fonction, enfin a priori. En tout cas, elle n'en a pas une qui est vitale. Et vous pensez que dans un événement comme ça, on peut mélanger exposition et... Totalement. Il pourrait y peut-être ça Là, on n'a pas la chance à cause du Covid, de pouvoir faire des trucs festifs ou même mais performances, jeux, enfin, on pourrait s'amuser énormément à faire des ateliers avec les enfants, les ados ou même les adultes. D'ailleurs, moi, je suis assez curieux quand je me suis aperçu quand je fais les performances dans le sable, bon, ça n'a rien à voir avec le recyclage, que tout le monde veut toucher le sable. Et des adultes, hein, pas des enfants. Donc, je pense que là, il y aurait vraiment à faire avec en mettant des matériaux justement et à dire à tout le monde allez-y, faites votre objet ou cassez votre objet ou recyclez cet objet. Enfin voilà, ça peut être un très bon. Donc oui, toutes les activités. Moi je trouve qu'il y a déjà un esprit assez super dans les exposants et le lieu s'y prête vraiment, quoi. Ah bah, le lieu est magique, bien sûr. D'autres réactions peut-être? Vous disiez tout à l'heure quand à un moment l'œuvre vous dit stop. Ouais. Mais ça, c'est une certitude ou c'est un doute? et du coup, est-ce que vous revenez, parce que dans la cuisine, on peut toujours mettre un peu de sel, mais du coup, est-ce que le lendemain, vous vous retrouvez en face de l'œuvre et vous avez une autre vision et vous dites, tiens, on peut faire autre chose ou rajouter? Vous êtes en train de taper exactement là où ça fait mal. Parce qu'en fait, c'est toute la question. Le doute, c'est l'outil majeur. Enfin, pour moi, il y a plusieurs ingrédients qui sont fondamentaux. Comment on gère la solitude, comment on gère le doute, parce que le doute, ça dépend de quelle nature il est, mais la question que vous posez est bonne. C'est l'œuvre me dit stop, à ce moment-là, elle me dit stop, et je dis bon, on va attendre un peu. Le temps, encore une fois, c'est le troisième, c'est la puissance absolue, parce que le temps, lui, il définit tout en fait. Et parce qu'il y a cette suspension comme ça, l'objet a sa propre vie en fait. Donc il va s'imposer ou pas, il va disparaître ou pas. Enfin, ça je sais pas comment dire, c'est les ingrédients clés en fait. Comment on fonctionne avec ces trois paramètres qui s'entremêlent en permanence. Moi, je passe des heures et des heures et des jours et des semaines à avoir 30-40 toiles autour de moi qui bougent pas. Et puis à un moment, je me lève et j'en peins 15, enfin bon, voilà. Et puis il y en a une qui va pas bouger et elle va peut-être s'imposer. Et parfois, il y a le truc qui est immédiat. Alors, le jackpot, c'est l'évidence. Vous peignez un truc, c'est top, c'est sublime, mais le truc, il est bon. Et vous dites, oh merde, je veux le refaire, et impossible, évidemment. Mais ça arrive très très rarement. Mais quand ça arrive, c'est assez jouissif, parce que c'est comme une fleur qui s'ouvrirait devant vous d'un coup. Et en plus, elle ne bouge plus. Mais c'est rarissime. C'est un truc... et ça ne peut pas être répété.
Donc tout le processus de travail derrière qui fait que ces moments-là peuvent se produire, c'est un travail au long cours, c'est quelque chose, c'est une lame de fond. Et ça passe par des déserts infernaux où il se passe rien, où c'est moche, où tout est immonde. Bon. Et c'est pareil pour tous les objets, enfin en tout cas, dans Paolo Carré c'est différent parce que lui il a un processus, donc tant que le truc tient pas, ça se casse la gueule, donc ça marche pas. Mais au moment où ça commence à tenir, hop, on va peut-être accéder à un niveau supérieur. Et je pense que l'objet à un moment, c'est pas qu'il dit stop, c'est qu'il s'impose en fait. Sa présence est là. Et donc le problème c'est est-ce que c'est suffisant? Parce que moi je déteste cette phrase, le mieux est l'ennemi du bien. J'ai fait un petit hommage à Anaïs qui est ici, ma mère, parce que c'est sa grande phrase. Elle voudrait toujours que j'arrête. Elle me dit mais c'est bien comme ça, arrête ton tableau. Je dis non. Parce que ça c'est bien, et moi ça m'intéresse pas le bien. Moi j'ai vu le truc que j'ai jamais vu, quoi. Et donc c'est là où on risque de tout foutre en l'air. Et ça arrive 90% du temps sur 100. Voilà, c'est échec, échec, échec. Par contre, voilà, les 10% qui restent, ils sont intéressants. Et ceux-là, ceux-là, ils valent le coup parce que on est en face de l'objet, quoi, de l'œuvre. Moi, je sais que j'ai vendu des toiles, je regrette de les avoir vendues, pas parce que je suis fétichiste ou parce que j'étais très content de mon tableau, c'est parce qu'en fait, elles contenaient des informations, justement, de cette présence, de ce truc qu'on n'explique pas, que je n'ai plus. La photo, elle ne permet pas d'accéder à ça, elle ne permet pas de renseigner là-dessus, et pourtant, là, il y a ce qu'on voulait toucher, quoi. Et c'est ça moi, c'est ça qui me passionne, en tout cas. Donc, je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question, mais le doute, c'est vous avez identifié le problème majeur, c'est est-ce que j'y vais ou pas. Deuxièmement, c'est si j'y vais, qu'est-ce qui va se passer? Et malheureusement, il faut vraiment avoir l'intuition de l'intervention qu'on va opérer. Et troisièmement, le temps nous dira si c'est bon ou pas. Enfin, moi, c'est mon... C'est une belle réponse. Belle réponse. D'autres personnes voudraient intervenir? Oui, monsieur. Allons-y. Bonjour, monsieur Raphaël Thierry. Ah. Vous On entendez? n'entend pas bien. Donc voilà, moi je suis cuisinier, j'adore quand vous parlez d'ingrédients, de tout ce que vous dites. Est-ce que vous pourriez un petit peu nous décrire les ingrédients pour des sculptures comme ça et à quand une sculpture de gondole de l'Île-sur-Sorgue, s'il vous plaît? Merci, monsieur Thierry. Les gauchines. Tu peux me la reposer, la question, là? Les ingrédients pour... Vous arrêtez pas de parler d'ingrédients, donc ça je trouve ça fabuleux. Par exemple, pour des sculptures comme ça, quels ingrédients vous faut pour, au niveau du bois, de tout ce qu'il y a? Peut-être que tout le monde ne connaît pas, on aimerait savoir. Après, oula. Ça. En fait, les ingrédients, c'est... les seuls ingrédients qu'on peut rajouter, on peut prendre des modèles, par exemple, qui vont prendre des poses particulières. Non, les ingrédients sont simples. Il y a un truc, quand c'est la matière première qui donne, pour le coup, pour les ailes ou pour le bois et les latis, etc., c'est évidemment la matière première qui est le premier ingrédient, mais il y a une chose qui est complexe, c'est ce qu'on va rajouter pour fixer, etc., le moyen, justement, d'accrocher les choses. Moi, j'ai un outil que j'affectionne particulièrement, qui est une clouteuse sous pression, enfin un air comprimé, qui me permet d'agencer très très rapidement les pièces et après de les fixer selon les besoins. Et il y a une autre problématique dans la sculpture. Tout à l'heure, je parlais de la sculpture et de la peinture. Il y a un truc qui est assez intéressant quand même, hein, à mentionner là-dedans, c'est qu'un tableau, ça s'accroche au mur, effectivement. Quand je demande quelle est la différence entre une toile et un buste ou une sculpture à des gens qui prétendent être néophytes. Ils me disent il y en a un qui est en 2 dimensions et un qui est en 3 dimensions. En fait, ça, oui, c'est vrai. Enfin, ça peut parfois être en 3 dimensions, la peinture, et la sculpture peut être très plate, en bas-relief. Donc c'est compliqué. C'est déjà pas une réponse forcément. Mais en tout cas, enfin, pour moi, il y a une chose qui est fondamentale entre les deux. C'est que la peinture, elle vous aspire. C'est-à-dire qu'en fait, la peinture, elle contient la lumière. Il faut éclairer un tableau pour le voir, mais c'est pas le sujet. En fait, le peintre, lui, travaille la lumière. C'est son sujet. On peut se raconter ce qu'on veut, hein, même dans les toiles abstraites, même dans les trucs. C'est toujours une question de composition et de lumière, et qu'en fait, le tableau va
nous ouvrir une fenêtre sur un monde qui nous emporte en fait. On rentre dans un format qui nous aspire. Cette fenêtre-là, elle peut être en 2 dimensions, mais la sculpture, elle fait exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, la sculpture, elle a besoin de la lumière. Parce que elle nous définit spatialement et elle est physiquement présente et elle nous fait vraiment sortir dans l'espace. Enfin, si je considère que cette table est une sculpture, ben, mon rapport à cette table, c'est ma taille. Le tableau, c'est pas du tout ça. Puisque un Vermeer peut faire 15 cm par 15 et on va plonger là-dedans et regarder ça pendant des heures, comme si c'était un décor, une boîte de poupée. Donc pour le coup, là, dans les ingrédients, si je réponds à cette question, de la peinture, on sait que c'est de la peinture, de pigments, avec tout ce qui va avec, mais dans la sculpture, il y a un truc qui est très très important, c'est le socle. Et c'est un cauchemar. C'est un cauchemar le socle. Parce que c'est suspendu, pas suspendu, il faut le poser, le truc, il faut qu'il existe dans l'espace. Et moi, j'affectionne particulièrement, et c'est très difficile d'avoir des sculptures qui n'ont pas de socle, évidemment. Ça les rend beaucoup plus intégrés dans le monde et dans l'espace. Et là, pourtant, bon, là, malheureusement, j'ai dû mettre des socles, sauf pour les écorchés du fond, parce que ça, c'est vraiment un jeu d'équilibre, puisque les sculptures sont coincées dans le socle. Le socle, il devient fondamental là, parce qu'il fait partie de l'objet. Mais pour le René Char, par exemple, ça serait ça j'aurais bien souhaité pas avoir besoin de mettre de piétement, quoi. Mais bon, ça le pose. Enfin bref, il faut réfléchir à la nature du socle, etc. Donc, je sais pas, j'ai pas forcément bien répondu, mais Le socle, important, bien sûr. Raphaël, merci en tout cas d'avoir pris un petit peu de temps pour nous. Mais j'étais ravi. Je vous remercie tous d'être venus, malgré les conditions extrêmement difficiles qu'on a en ce moment avec le Covid. Ça me fait très très plaisir que vous soyez venus écouter mes conneries. Non, c'est très intéressant justement. Ouais. Et c'est important de rentrer dans cet univers des artistes, j'allais dire, mais on va pas dire artistes, on va dire. Moi, après, voilà. Je laisse aux autres le fait de juger si je suis artiste ou pas. Voilà, c'est à nous de l'interpréter. Voilà. Merci beaucoup. Merci Franck. Merci à toi. Beaucoup. Merci Raphaël. Voilà, un petit mot pour vous dire qu'on se donne rendez-vous dès demain pour une prochaine conférence à 15h. La conférence sera intitulée « L'upcycling appliqué aux aménagements d'espace ». Voilà, merci, à bientôt, bye bye.